Sabah al-khair, marhaba bikoum, soyez les bienvenus, welcome. On va utiliser dans toutes les langues. Alors, Votre Excellence, Monsieur le Ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles, toujours actuel, du Commerce et des Nouvelles Technologies, Monsieur l'Inspecteur Général du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs directeurs et responsables pédagogiques des lycées publics et des écoles privées partenaires, Mesdames et Messieurs conférenciers, animateurs et responsables des institutions et des écoles de formation post-bac, chers parents, chers professeurs, chers élèves, honorable assistance. Notre joie et notre reconnaissance sont immenses de vous voir présents parmi nous aujourd'hui pour initier les travaux de cette deuxième édition des JVE, Journée des voies d'excellence. Même si j'ai un autre nom pour eux, c'est « Je veux être ». Donc les deux sont toujours valables. Alors, bien sûr, je dois dire que nombreux parmi vous sont ceux qui nous ont accompagnés et soutenus pour la concrétisation et la réalisation de la première édition. Nous leur sommes très, très redevables. Nombreux aussi sont ceux qui nous rejoignent cette année pour donner encore davantage d'ampleur et de richesse à ce forum qui a été conçu initialement pour répondre aux attentes des futurs bacheliers qui sont actuellement en prospection sur le marché de la formation. Alors, rappelons-le, les accompagner efficacement dans cette démarche est notre principal objectif. Les JVE, ils font partie d'un ensemble d'actions qui portent la vision stratégique du groupe Ebilia, qui est tournée essentiellement vers le seul souci de la réussite de ses élèves et de tous les élèves. Alors, pourquoi les JVE? Quel esprit les anime? Pour quelle finalité? Comment les exploiter activement pour esquisser un projet d'avenir qui sait mettre en adéquation une vision, des moyens, une ambition et une culture de l'effort? Telles sont les interrogations auxquelles tentera de répondre le président du groupe Ebilia, Mesdames et Messieurs, Monsieur Andalousi. Merci beaucoup. Alors, premièrement, je voudrais remercier particulièrement mon ami Salah Hachemi qui a été toujours démontré qu'il est présent pour apporter quelque part son expérience et cette fois-ci au sein de notre groupe. Je le remercie particulièrement. Aujourd'hui, bien sûr, comme a rappelé Madame Andalousi Njoua, on ne va pas essayer de répondre à toutes les questions relatives aux problèmes de l'orientation dans notre pays. On est loin d'être, modestement, on n'est pas capable de le faire, mais on va essayer quelque part de répondre à quelques petites interrogations et quelques questions. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous faire part de ma joie de vous voir présent en grand nombre lors de la séance inaugurale des 2 journées des voies d'excellence. Je vous remercie tous de votre soutien et de votre bienveillante disponibilité. Mesdames et messieurs, une institution scolaire est une entité morale, vivante, qui se construit sur le socle d'une vision et d'un credo. À charge à ceux qui l'animent de donner forme et vie à cet esprit, à cette philosophie, pour les traduire en actions concrètes mises au service des élèves et de leurs familles. Cette composante contractuelle de notre métier, nous la pratiquons au quotidien et nous tentons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette pratique profite efficacement à tous ceux qui nous font confiance. Mais notre vision particulière de l'enseignement se nourrit de l'intime conviction que l'école est aussi un acteur essentiel fortement impliqué dans l'effort commun de la production de la valeur et des richesses. En effet, le contrat moral qui nous lie à la société nous impose l'impératif de décider au présent des contours que devra prendre le monde de demain. Le ministère de tutelle a depuis fort longtemps institutionnalisé les mécanismes de l'orientation et du conseil comme outil stratégique mis au service de la réussite des élèves. Il a particulièrement su assurer le processus d'accompagnement lors du choix des filières de spécialisation dans le second cycle. Néanmoins, tous les observateurs sont unanimes pour constater que cette offre de service n'intervient pas quand l'élève de la classe de terminale en a le plus besoin, c'est-à-dire au moment où il est initié à quelques mois de l'examen du baccalauréat.
sa procédure de prospection des études supérieures. Certes, nombreux sont les enseignants qui tentent de façon informelle et bénévole de combler ce vide de l'orientation de notre pays en prodiguant conseils et éclaircissements aux futurs bacheliers demandeurs. Mais cette solution contingente est isolée, n'apporte pas, en dépit de sa grande pertinence, une solution d'ensemble au problème de la nécessité de mettre en place une prise en charge structurelle de ces élèves qui se trouvent à un moment crucial de leur parcours, abandonnés à eux-mêmes et dépourvus des moyens d'optimiser leurs chances de réussir dans la vie. Que faire en face de cette détresse qui nous interpelle au quotidien? Quelle réponse pratique apporter à la requête hautement légitime de ces milliers de jeunes? De quelle manière s'acquitter honorablement et de façon responsable de nos obligations citoyennes et pédagogiques à leur égard? Mesdames et messieurs, nous avons chargé à partir de 2012 El Bilia Sup, structure du groupe existant depuis 13 ans et dédiée aux classes préparatoires scientifiques et commerciales et aux classes de BTS, de piloter la cellule JVE, composée de compétences variées et complémentaires, et ce pour proposer un concept et un produit susceptibles d'apporter une réponse efficiente à la demande en orientation des futurs bacheliers. Notre contribution n'a aucunement la prétention de résoudre le problème dans son intégralité et n'a nullement l'illusion de le faire pour la totalité des bacheliers du Grand Casablanca, mais en touchant, comme elle a réussi à le faire déjà l'année dernière, près de 3000 élèves de cette catégorie. Cette action autorise tous les espoirs et permet d'enclencher une dynamique vertueuse qui saura aimanter avec le temps les nombreuses bonnes volontés qui font l'âme et la richesse de notre grande nation. Mesdames et messieurs, en effet, il s'agit d'un projet que nous affectionnons tout particulièrement, car il va dans le sens de nos convictions. En somme, la mission d'une école est celle de la transmission intergénérationnelle. Tout ce qu'elle entreprend au quotidien doit permettre la réalisation de cette fonction historique de médiation et de passation qui fait que le présent, en prolongeant le passé, porte dans ses entrailles les augures d'un futur meilleur. Pour que cela advienne, nous avons œuvré à transformer l'espace de 2 journées, l'école en forum social où des citoyens et des citoyennes disposant d'une très grande expertise professionnelle, scientifique et pratique consentent généreusement d'encadrer par leurs conseils et leurs explications des centaines de jeunes en posture de prospection sur le marché de la formation. Ces adultes donneront à l'événement sa pleine mesure et démontreront que l'enseignement est un sacerdoce et une posture de service où il s'agit de savoir faire de soi pour contribuer à élever autrui. Mesdames et messieurs, nous savons tous que la pierre angulaire de tout l'édifice de l'enseignement est l'élève. Il est le point focal et le carrefour vers lequel doivent converger tous les regards, tous les intérêts, tous les efforts et tous les sacrifices. De nous tous, l'élève attend que nous soyons des facilitateurs de son éclosion et des adjuvants de son ambition. Il nous intime à tous l'injonction morale et pédagogique de rendre possible l'essor de son autonomie et l'affirmation de sa personnalité. Cependant, notre éthique de la responsabilité nous dicte impérativement la nécessité de lui apprendre à se choisir et à choisir son propre devenir en acceptant d'assumer l'effort continu de la mise en application de son projet. Qu'il nous soit permis d'insister sur le fait que l'orientation autant que projet et projection prospective de soi constitue un axe prioritaire de notre projet d'établissement et dynamise transversalement tout ce que nous entreprenons. Tout l'échafaudage dans notre pédagogie doit servir à désigner un sentier sur lequel le futur bachelier doit cheminer seul pour aller à la rencontre de lui-même. Certes, nous pouvons lui indiquer les destinations existantes, mais nous ne pouvons aucunement décider à sa place de la voie à suivre. Le voyage à mener est le sien. Notre rôle est d'éclairer le chemin et de guider les premiers pas de l'élève sur le sentier de l'excellence, non de le vivre à sa place. Mesdames et messieurs, nous avons voulu que l'événement des JVE soit un forum de dialogue et d'échange interactif dans lequel nous ferons jouer tous les ressorts de la pédagogie, de l'action, en offrant aux élèves bénéficiaires l'initiative de s'entretenir directement avec des personnalités notoires, de brillants experts et d'éminents professionnels. Nous avons veillé à donner à la question de l'orientation sa dimension nouvelle en l'intégrant dans une réflexion sur les enjeux de la mondialisation qui affectent
de leur incidence les deux secteurs de la formation et de l'emploi. Nous avons mis en place, pour servir au mieux les attentes des futurs bacheliers, un guide des études post-bac au Maroc, des stands sectoriels, des tables rondes thématiques et une série de grandes conférences. Ces supports de l'événement auront révélé des vocations, initié le processus de construction de soi par soi-même et éclairé des choix et des décisions. Les rencontres qui meubleront les 2 journées sont maintenant à vous. Elles vous appartiennent désormais et ont été conçues pour vous servir. À vous de travailler à les faire fructifier en les enrichissant par votre participation, vos interventions et vos interrogations. À nous revient la charge et le plaisir de construire avec vous, dans un dialogue ouvert et perspicace, un moment de partage et d'échange qui saura servir notre ambition et contenter notre sens de la responsabilité. Je vous remercie. Nous rappelons que les JVE s'inscrivent dans la politique nationale globale que notre pays entreprend pour améliorer la qualité de l'enseignement et augmenter son efficience. Le ministère de tutelle redynamise ce chantier et assume ces grands défis. Dans quelle mesure la réussite de cette politique dépend de la force de fédération et de mobilisation? Et quels sont les défis à relever, pour quelles perspectives et avec quels moyens? Tels sont les enseignements et les grandes orientations que nous tracera l'allocution de Monsieur l'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale. Mesdames et messieurs, Monsieur Fares. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين السيد الوزير السيد رئيس المجموعة السيدات والسادة الأفاضل أبنائي وبناتي الأعزاء بودي أن أنقل إليكم أحر تحيات للسيد وزير التربية الوطنية على هذه الدعوة الكريمة التي تمثل محطة جد متميزة في مرحلة حاسمة في حياة المتعلمين والمتعلمات. إن محطة توجيه تمثل ثالوثا متكاملا فيه إرادة المتعلم وفيه المهارات المكتسبة وفيه دعم جهاز الأساتذة والأسرة، ولكن يحتاج إلى توجيه سليم علمي ودقيق يعطي رؤية استشرافية تستوعب كل القدرات والمؤهلات للمتعلم والمتعلمة، وفي نفس الوقت تستلهم من الواقع كل الإمكانات المتاحة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. هذه المناسبة والتي هي للحوار ولتعميق النقاش تقوم على الإبداع وعلى الاجتهاد، وفي نفس الوقت تعطينا استشرافا لوزارة التربية الوطنية للاستفادة من مثل هذه التجارب الرائدة التي دورنا أن نعززها وندعمها. الشكر الجزيل للسيد الرئيس ولكل المتعاونين وللحاضرين من أجل أن نستفيد مما ستوصلون إليه، ونعتبر أن الوزارة محتضنة لكل ما يتم التوصل إليه من خلال هذا الملتقى المتميز، وأعانكم الله لما فيه خير هذا الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci infiniment, Monsieur l'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale. La pratique de l'orientation nécessaire au choix des études de post-bac dans un monde et une économie globalisée doit forcément intégrer dans son esprit, son déroulement et ses paramètres, la mondialisation de 2 secteurs, à savoir la formation et le travail. En effet, dans un monde complexe et ouvert, comment par le choix d'une orientation arriver à se positionner efficacement par rapport à une demande et à une concurrence globale? Quelle formation choisir pour augmenter sa compétitivité et son employabilité? Et dernièrement, à quel marché et à quel métier se destiner? Notre conférencier a déjà vécu ce questionnement et il a médité. Centralien, grand manager d'entreprise à envergure internationale, commis d'État, homme politique, acteur du monde associatif et surtout citoyen fortement impliqué dans tous les chantiers de développement du Maroc de demain. C'est cette personnalité notoire que je suis très fière de vous présenter
et vous serez certainement très ravis d'entendre. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, Monsieur Reda Chami. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci Njwa pour de si gentilles paroles. Moi je suis très heureux d'être là ce matin. Et je voudrais remercier Simstafa Andalousi, mon ami d'abord, et puis entrepreneur de ce pays, un des exemples, à mon avis, qui doit être suivi par beaucoup d'autres. Parce que être entrepreneur, c'est pas simple. Il y a beaucoup d'obstacles. Je dirais que quand on réussit au Maroc, c'est déjà qu'on est un meilleur entrepreneur quand on réussit aux États-Unis, parce que c'est plus simple d'être entrepreneur aux États-Unis que d'être entrepreneur au Maroc. Et donc, je suis très fier d'avoir un ami comme Simstafa Andalousi, et surtout dans un domaine qui me tient à cœur. Parce que s'il y a une seule chose qu'on doit faire, souvenez-vous de ça, quand je travaille avec mes collaborateurs et qui viennent me voir en me disant voilà quelles sont nos priorités, ou là, en ayant 5 ou 6 choses à faire, je leur dis si vous deviez choisir qu'une seule chose, qu'est-ce que vous feriez? Donc posez-vous toujours cette question. Quand vous avez trop de choses à faire, si vous devez choisir une seule chose, qu'est-ce que vous ferez? Je me suis posé cette question quand j'étais ministre, avant dans ce gouvernement, et je disais si le gouvernement devait faire qu'une seule chose, ben, il ferait de l'éducation. Parce qu'à la limite, la santé, c'est très important, mais les gens peuvent se soigner d'eux-mêmes, par eux-mêmes. On avait bien, avant que Pasteur n'invente l'antibiotique, il y avait bien les gens se soigner contre les maladies bactériennes, quoi. Et donc, bon, ce ne serait pas aussi efficace, parce qu'on a développé beaucoup d'autres problématiques, mais si on doit faire qu'une seule chose, c'est faire l'éducation. Parce qu'en donnant une bonne éducation aux gens, on leur permet de construire un avenir certain. Et c'est ça aujourd'hui, la mission, qui est d'abord une mission régalienne de l'État, mais aussi une mission que certains entrepreneurs se sont, je dirais, dévoués, ou là ils se sont engagés à faire. Donc c'est pour ça que le groupe Ilbidia est un exemple, et j'en profite pour saluer tous les professeurs ici présents, parce que c'est eux à la fin de la journée. C'est vrai que le point angulaire, c'est l'élève, mais moi je dis que la réforme de l'école ne peut réussir que si nous avons des enseignants qui sont engagés. Et ça, c'est une autre problématique. Je ne vais pas rentrer avec M. l'inspecteur général là-dessus, mais c'est un sujet, encore une fois, que je connais assez bien parce que j'étais engagé sur l'histoire d'éducation depuis 1995 dans une association qu'on appelait Maroc 2020. Et la première étude qui est sortie à l'époque, c'est une étude qu'on avait menée avec Simouni Eshraibi. Et je disais tout à l'heure en aparté à Simstafa que certaines recommandations étaient encore valables, malheureusement, 15 ou 16 ans ou 17 ans plus tard. Donc voilà un peu le sujet. Alors quand Simstafa m'a demandé de venir, je lui ai dit je serai absolument présent. Donc je suis heureux d'être là et j'espère que vous aussi vous êtes heureux d'être là. Voilà, c'est bien. Donc vous voyez qu'on a finalement bouclé. Parce que vous êtes là parce que vous vous dites c'est la dernière année dans un collège, dans un lycée, et donc l'année prochaine on va aller à l'université, donc on va passer à une autre étape. Et c'est vrai, c'est une autre étape dans la vie. Et vous aurez une dernière étape quand vous finirez l'université ou à l'école, vous voudriez aller dans la vie active. Là aussi, ça va être une étape charnière. Alors vous devez être un peu préoccupé. Et la préoccupation vient du fait que vous devez faire un choix. Et chaque fois que l'individu doit faire un choix, eh bien, il y a cette préoccupation qui est là quelque part. Et je pense que la meilleure des choses qu'on puisse faire pour des gens, ou pour des jeunes, je dirais, de votre âge, c'est d'essayer de les guider à faire le bon choix. Et je pense que les JVE, je veux être, c'est ce que j'ai retenu moi, les JVE sont là pour justement aider dans ce sens-là, vous aider à faire le bon choix. Et souvent, j'ai rencontré des jeunes, quand je faisais par exemple la campagne pour les législatives à Fès, et j'avais beaucoup de gens qui étaient au chômage. Et souvent, ces gens qui étaient au chômage sont allés dans des filières qui, d'une manière évidente, n'allaient pas déboucher sur un emploi. Et quand je leur posais la question, parce qu'ils ne savaient pas, c'est aussi simple que cela. Donc ils sont allés dans des filières universitaires, qui malheureusement sont toujours là, pour lesquelles j'ai déjà interpellé le ministre de l'Éducation nationale précédent, qui était Siham Khichin, qui était mon ami, et je dis, qu'est-ce que vous gardez certaines filières ouvertes? Pourquoi? Sachant que ça va générer, je dirais, des chômeurs à la fin.
Alors c'est vrai que l'université, c'est vrai que l'école a un devoir de transmettre la connaissance, indépendamment je dirais, du marché de l'emploi. Mais au moins, il faut leur dire à ces jeunes-là, il faut leur dire, si vous allez dans cette filière-là, voilà quels sont les débouchés que vous pouvez avoir. Et après, s'il fait son choix, c'est un choix de connaissance, c'est son choix. Mais au moins, il y avait au départ cette volonté, et je pense que c'est une responsabilité de l'État. Et je pense, monsieur l'inspecteur, que l'État doit encore faire des efforts dans ce sens-là pour aider les jeunes à décider de leur avenir dans le futur. Parce qu'un événement comme ça, c'est important, mais comme l'a signalé Siendel aussi, ce n'est pas suffisant. Il faut étendre ça, je dirais, à l'ensemble du royaume. Donc ça, si vous voulez, c'est la première des choses. Deuxième des choses, une fois qu'on a dit il faut que l'État, ou là que des initiatives privées vous aident à faire le choix, quel genre de choix? Qu'est-ce que, si moi j'étais à votre place, assis tout au fond, et je sais qu'il m'écoute, d'accord, je me dirais, si je dois faire aujourd'hui des études, où est-ce que je dois aller? Parce qu'on est très jeune quand on a 17 ans, ou 18 ans, ou 19, de décider de faire un choix qui va nous engager sur toute une vie. Première des choses, premier conseil, allez là où vous pensez que c'est un métier qui va vous aller vers un métier que vous allez aimer par la suite. C'est la première des choses, c'est une histoire d'amour. On revient toujours à l'histoire fondamentale de l'humanité, c'est une histoire d'amour. Donc il faut vraiment aller vers quelque chose qui va vous permettre d'avoir un métier que vous allez aimer. Parce que quand on est dans un métier qu'on n'aime pas pendant 40 ans, c'est long. Hein, d'accord? Donc il faut aller vers vraiment quelque chose que vous pensez aimer par la suite. Alors deuxième question, ou la deuxième interrogation, c'est oui, mais je suis trop jeune pour savoir ce que je vais aimer. Ce qui est vrai. Et c'est pour ça que malheureusement, nos systèmes à nous, qui sont des systèmes d'inspiration, je dirais, latine, d'accord, sont beaucoup moins flexibles que les systèmes anglo-saxons. Parce que dans les systèmes anglo-saxons, vous ne demandez pas à un élève qui sort au niveau baccalauréat de choisir un chemin et d'y rester pendant tout le temps. Il va aller, il va trouver des passerelles, et il va changer au fur et à mesure que sa personnalité s'affine. Mais ce n'est pas grave. Si ce n'est pas comme ça, il y a un moyen de retrouver cette flexibilité. C'est quoi ce moyen? C'est aller vers, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire ou de ce que vous aimez vraiment, si vous n'avez pas, il y a des gens qui disent, moi je vais être médecin par la suite, et donc on sait très bien qu'ils vont aller faire des études de médecine. D'autres qui disent, moi je vais être vraiment ingénieur, et donc ils vont aller faire des études d'ingénieur. Mais d'autres qui ne savent pas très bien. Eh bien, donnez-vous la chance, allez dans une filière qui va vous donner la chance de changer par la suite, d'avoir une base. Je m'explique. Si demain vous êtes ingénieur, eh bien, rien ne vous empêche par la suite, en ayant ce diplôme d'ingénieur, d'aller vers une école de commerce, vers un MBA. Ou là, si vous êtes ingénieur, vous pouvez ensuite aller faire des études de droit. Si vous êtes dans une étude de droit, c'est difficile d'aller faire une étude d'ingénieur. Si vous avez un diplôme de droit, c'est difficile d'aller vers un diplôme d'ingénieur. Donc, donnez-vous cette flexibilité. Regardez, si vous n'êtes pas très sûr vraiment de votre vocation, allez vers des branches qui vont vous permettre de rectifier la trajectoire par la suite. Et je pense que ça, c'est franchement important. Un autre point qui me semble fondamental à partir de l'année prochaine, c'est garder en tête la globalisation. La globalisation aujourd'hui est une vraie, je dirais, c'est une dimension de notre vie aujourd'hui. Depuis qu'on a inventé Internet et on a inventé le conteneur, parce que le conteneur fait traverser des atomes, Internet fait traverser, je dirais, des bits, BIT, et donc ça fait que le monde devient global. Eh bien, gardez en tête cette globalisation. Et la globalisation commence à l'université. C'est-à-dire, quand vous êtes à l'université ici au Maroc, ou là vous êtes en France ou ailleurs, vous pouvez aller sur Internet, aller sur le site du MIT par exemple, et avoir tous les cours du MIT. Et c'est de plus en plus que va se faire cet échange. Ou bien vous allez avoir des amis, et je ne parle pas que d'amis Facebook, d'accord, mais des amis qui se trouvent dans d'autres universités, avec lesquels vous allez faire des échanges. La globalisation, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'universités, d'écoles dans le monde s'ouvrent, ont des programmes communs avec d'autres universités. Moi, je vous donne un exemple de mon fils qui est à Warwick, donc il est parti faire des études de commerce en Angleterre. C'est sur un bachelor sur 3 ans,
eh bien, il a décidé d'arrêter la deuxième année, de faire une année d'échange. Et donc, il a passé 6 mois au Chili, là, il passe 6 mois à Barcelone. Ça, c'est juste. Moi, je n'avais pas cette chance quand j'étais à l'époque. Je dirais, je faisais mes études. Il n'y avait pas cette idée de globalisation. Aujourd'hui, elle est vraiment réelle, cette globalisation. Donc là encore, très important que vous ayez cette idée en tête de globalisation. Et puis, dernier point, c'est quel système? Là, vous allez sortir. Il y a des gens qui veulent rester au Maroc, d'autres qui veulent aller peut-être en France, d'autres qui veulent aller faire des systèmes anglo-saxons. Franchement, si avant, si vous m'aviez posé cette question il y a 3 ou 4 ans, pour vous dire que ça ne fait pas très longtemps, j'aurais dit un système français d'abord et un système anglo-saxon par la suite, dans des études, si vous voulez, master et autres. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je pense que beaucoup de systèmes sont, si vous voulez, offrent des alternatives où l'élève peut plus s'épanouir que peut-être que dans un système français au départ. Et ça va dépendre bien sûr de vos aspirations, ça va dépendre aussi des moyens de vos parents, parce qu'il faut le reconnaître, malheureusement, nous n'avons pas encore mis en place, ça monsieur l'inspecteur, j'avais demandé à ce qu'on le mette, mais ce n'est pas pour vous interpeller vous, mais c'est pour interpeller le gouvernement tout entier. Il y avait un produit que j'avais appelé Amel Talib, que j'ai trouvé, c'était vraiment une bonne idée, que j'ai présenté en tant que député l'année dernière, qui a été rejeté au niveau du commissaire de la Finance, c'est de dire que tout élève qui a les moyens, je dirais intellectuels, pour aller s'inscrire dans n'importe quelle école ailleurs, pas qu'au Maroc ou ailleurs, que l'État puisse lui donner en fait un prêt qui est à 0% de taux d'intérêt et qui peut rembourser une fois qu'il a fini ses études. Et là, ça aurait permis, je dirais, d'ouvrir cette possibilité. Parce que vous savez que dans les autres pays, un grand pourcentage, je n'ai plus le chiffre en tête, d'étudiants font leurs études en empruntant de l'argent à des taux intéressants et puis qui remboursent par la suite quand ils commencent à travailler. Donc voilà un peu ce genre d'outils qu'on devrait faire. Mais pour revenir au choix, vraiment, les systèmes sont aujourd'hui, tous permettent d'avoir des études, je dirais, adéquates. Même au Maroc, on trouve des écoles d'excellence. Malheureusement, la moyenne, si je prends la moyenne d'université, elle est plus basse que ce que vous allez trouver dans d'autres pays. C'est clair, il ne faut pas se voiler la face. Mais au niveau des écoles, on trouve des écoles d'excellence. Si je prends par exemple l'ISCAE, voilà une école qui, aujourd'hui, est classée dans un classement mondial. Et donc, ça veut dire qu'on peut aussi faire de l'excellence au niveau universitaire ici au Maroc. Alors ensuite, une fois qu'on a fait les études, c'est quel métier? Alors pour les métiers, la bonne nouvelle, c'est que le Maroc aujourd'hui a lancé plusieurs stratégies sectorielles. D'accord? À l'industrie, on a appelé les métiers mondiaux du Maroc. Et donc on a dit l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, l'offshoring vont être des métiers qui vont être des métiers d'avenir parce qu'il y a une demande globale et parce que l'État va soutenir ces systèmes-là. Donc voilà, c'est pour des gens qui ont ce genre de vocation. Et quand on parle par exemple d'automobile, eh bien, on va trouver des gens, des ingénieurs, et on va aussi trouver des marketeurs, on va trouver des commerciaux, on va trouver des gens de la qualité. Donc ça permettra d'élargir le champ des possibilités au niveau des métiers de demain. Il y a aussi bien sûr tout le travail autour de l'énergie. Vous savez que c'est quelque chose qui est important pour le Maroc. Et donc nous allons avoir beaucoup de métiers qui vont graviter autour de ce métier de l'énergie, ce domaine de l'énergie. Nous avons une grosse stratégie au niveau de la logistique, donc des logisticiens seront demandés demain. Nous avons bien sûr tout ce qui est plan Maroc vert avec une véritable ouverture vers l'agro-industrie ou vers l'amont, parce qu'il peut y avoir des gens qui ont des vocations, je dirais, agricoles, et c'est tant mieux. C'est bien aussi. Il y a des écoles qui sont très très bonnes au niveau, je dirais, d'ingénieurs agronomes qui sont au Maroc. Il y a aussi tout ce qui est autour du tourisme. Le Maroc a une vocation touristique, il va continuer à la développer. Donc dans les métiers du tourisme, là on est dans du service. Et vous savez, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais tout ce qu'on peut trouver au niveau du service. Et on voit de plus en plus de grandes écoles, l'école, je dirais, de tourisme de Lausanne qui est venue s'installer ici. Donc beaucoup d'opportunités qui seront offertes dans ces métiers-là. Il y a aussi, et ça va interpeller pas mal de jeunes, tout ce qui est autour des nouvelles technologies de l'information qui se développent. Donc Maroc numérique, à l'époque stratégie, qu'on avait lancée, qui a été conduite, je dirais, prolongée jusqu'à 2020. Et on voit des phénomènes extrêmement intéressants qui sont en train de devenir aujourd'hui dans le monde.
c'est par exemple tout ce qui est ce qu'on appelle le TIC on demand, donc les technologies de l'information à la demande. Et c'est quoi un peu ce phénomène? C'est juste que pour la première fois dans le monde, le nombre de PC portables, de tablettes, ça inclut les tablettes, a dépassé le nombre de desktops, donc d'ordinateurs fixes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde est en train de consommer des services informatiques à la demande. Et donc ces services informatiques à la demande, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle aussi d'un autre terme le cloud computing, donc tout ce qui est dans le cloud, dans le nuage, et donc de plus en plus des entreprises, des individus. Vous, quand vous êtes fait du Facebook, c'est pratiquement du cloud, c'est du cloud. Des entreprises qui mettent leurs données, qui vont consommer du service, et donc ça va créer des métiers innombrables. Donc là aussi, beaucoup de possibilités dans ce domaine-là, et les Marocains sont assez doués, il faut le reconnaître, dans les mathématiques, dans tout ce qui est technologie d'information, et donc là encore, des opportunités, je pense, intéressantes à saisir. Maintenant, tous ces métiers-là, on peut les aborder de deux façons différentes. On peut les aborder en disant, moi je vais être salarié dans une entreprise. C'est un choix qui est absolument, je dirais, respectable. Et on peut les aborder aussi en disant, moi je vais être entrepreneur dans ces métiers-là. C'est un choix qui est aussi respectable, qui est plus courageux et que moi vraiment, j'encourage les gens à faire. Parce que c'est l'entrepreneur qui crée la richesse au Maroc, ce n'est pas l'État. L'État dépense l'argent, l'entrepreneur fait aussi des choses bien. Quand je dis l'État dépense l'argent, c'est pas... On peut dépenser de l'argent à bon escient, d'accord? On peut aussi dépenser à mauvais escient, mais c'est important, si vous voulez, qu'on ait de plus en plus d'entrepreneurs, parce que les entrepreneurs créent la richesse. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, soyez entrepreneur demain. Et l'entrepreneuriat, il y a différents outils qui peuvent vous aider. Et l'État a compris ça, parce que déjà, dans le gouvernement précédent, nous avions mis en place des fonds d'aide à la création d'entreprises, des fonds d'aide, je dirais, à l'innovation, etc., etc. Vous savez, on a mis, et d'ailleurs, il peut y avoir des vocations même dès demain. J'avais lancé un produit que j'avais appelé Intelaq. Intelaq, c'était quoi? C'est un produit qui permet à toute personne au Maroc, jeune ou moins jeune, mais même vous, par exemple, aujourd'hui, vous savez, Bill Gates, quand il a lancé Microsoft, il n'avait pas fini son bachelor, hein, donc il n'y a vraiment pas de mal demain, si on a une idée extraordinaire, à aller lui donner corps. Eh bien, avec Intelaq, vous pouvez présenter un dossier à l'État. L'État étudie votre dossier. Si elle trouve qu'il est innovant, elle peut vous donner 1 million de dirhams pour commencer votre projet. Si au bout de 4 ans, vous avez réussi, vous lui rendez le 1 million de dirhams, c'est un prêt, mais sans intérêt. Si vous n'avez pas réussi, ben tant pis, on tourne la page et on passe à un autre entrepreneur. Voilà un exemple qui permet d'aider l'entrepreneuriat innovant. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Si vous aviez une idée comme cela intéressante, créer une nouvelle caméra, puisqu'il me filme, une nouvelle caméra qui n'a peut-être pas besoin de chargeur, qui a une batterie infinie. Vous alliez voir la banque ne sait pas financer une idée innovante. La banque, elle finance des murs et des machines. Donc si vous êtes d'une famille riche, votre famille va vous prêter de l'argent, va vous donner de l'argent pour faire ça. Si vous n'êtes pas d'une famille riche, votre idée va rester dans votre tête et elle ne va jamais voir le jour. Avec Intelaq, nous remettons de l'égalité des chances dans le système. Et donc, voilà un exemple où vous pouvez demain utiliser ce genre de produit, parce que je suis absolument optimiste que ces produits-là vont rester, pour demain lancer votre propre entreprise. Donc, allez faire de l'entrepreneuriat quand vous le pourrez. Et j'ouvre une petite parenthèse en disant l'entrepreneuriat ne veut pas dire forcément seulement être entrepreneur dans ma propre entreprise. Si vous avez fait le premier choix, c'est-à-dire vous avez décidé de travailler comme salarié quelque part, eh bien vous pouvez être entrepreneur dans cette entreprise-là. Parce que c'est aussi un état d'esprit. C'est aussi quelque chose qui fait que quand vous vous levez le matin, vous dites qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien de tous les jours, pour faire plus de valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Et donc on peut avoir cet esprit d'entrepreneuriat, même si on n'est pas son propre chef d'entreprise. Donc ça, c'est important. Alors, dernière question, c'est si je fais ça, je suis salarié ou je suis entrepreneur, je le fais où? Je le fais au Maroc ou je le fais ailleurs? Et beaucoup de nos jeunes se posent la question, et beaucoup de jeunes, d'ailleurs, qui soient de familles aisées ou là, de familles pauvres, ont souvent cette idée en tête, il faut que je traverse l'océan.
ou la Méditerranée. Ça dépend dans quel sens on va. Et donc, l'idée est où est-ce que je vais et où est-ce que je fais ce métier-là. Alors, la réponse, pour moi, est assez tranchée. Il faut le faire au Maroc. Le Maroc a besoin de toutes ses compétences et le Maroc a besoin de toutes ses forces vives. Et donc, chaque fois que vous pouvez créer de la richesse, eh bien, il vaut mieux la créer au Maroc. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'une fois que vous avez fini vos études, vous ne devriez pas faire une expérience à l'étranger. Moi, je pense que, au contraire, c'est quelque chose qui est important, qui vous donne une ouverture plus grande, qui vous fait apprendre des choses qu'on peut ne pas apprendre au Maroc, mais votre port d'attache reste le Maroc, et donc, à un moment ou à un autre, il faut revenir, d'accord, et rendre au Maroc ce qu'il vous a donné. Souvenez-vous de ce que disait Kennedy. Kennedy, dans un fameux discours, disait « Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country ». Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Donc je pense que c'est important qu'à un moment, on revienne. Je vais conclure en disant une chose, c'est que à la fin de la journée, à la fin de votre périple, que je vous souhaite, je dirais, réussi, il n'y a pas de saut métier. Il y a des métiers. Et on peut réussir dans ces métiers, dans n'importe quel de ces métiers, si on est engagé. Malheureusement, au Maroc, on est en train de vivre, selon moi, la vraie problématique au Maroc, c'est la crise de valeurs que nous vivons. Ce n'est pas autre chose. L'économie, on peut l'arranger, beaucoup de choses, on peut les arranger. C'est cette crise de valeurs, parce qu'une des valeurs clés, à mon avis, de la réussite de toute nation, c'est la valeur travail. Et malheureusement, cette valeur travail n'est plus là, ou elle se perd, et n'est plus là chez la majorité. Il faudrait qu'on la regagne, cette valeur travail. Cette valeur travail par la majorité. Donc vous, qui êtes l'avenir de ce pays-là, si vous n'avez pas cette valeur travail, nous qui sommes en train de passer, eh bien, jamais le Maroc ne recourra à cette valeur travail. Donc la valeur travail est absolument importante. Donc si j'ai un conseil à vous donner, gardez ça en tête. Beaucoup de travail, c'est ce qui vous fera réussir, le pays. Vous vous souvenez de ce que disait Einstein? Il disait, le génie, c'est 5% d'inspiration, 95% de transpiration. Et donc, c'est vraiment par la valeur travail qu'on peut arriver. À côté de la valeur travail, il y a d'autres valeurs qui sont importantes. Et je ne veux pas être là en train de prêcher comme l'imam le vendredi ou le Smithio, c'est de dire que l'ensemble, les valeurs vous portent. Les valeurs font que demain, vous réussirez dans n'importe quel métier. Et dernier message, pour qu'on puisse porter ces valeurs travail, pour qu'on puisse porter la valeur honnêteté, pour qu'on puisse porter la valeur engagement, etc., etc., on a besoin de plus en plus de gens qui s'engagent dans la sphère politique. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le politique qui fait changer, je dirais, la culture d'un pays. Et donc, jeunes et moins jeunes, c'est important qu'à un moment ou à un autre, vous vous engagiez aussi dans la sphère politique, associative, si le politique vous fait peur, pour contribuer, pour aider, et donc pour faire avancer ce pays. Je vous souhaite beaucoup de réussite et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, merci infiniment pour ce discours qui est vrai, qui est très riche de conseils, d'orientation et qu'on sent directement parce que je crois que vous avez parlé d'une vérité de crise de valeur qui est toute la réussite tourne autour de l'homme. Et je crois que le premier changement doit être fait à notre niveau avant de blâmer quelqu'un d'autre ou une autre institution. Encore une fois, merci pour les belles orientations de ce matin. Mesdames et messieurs, le débat il est ouvert. Toutes vos questions vont pouvoir l'enrichir. Donc n'hésitez surtout pas à l'enrichir et à poser toutes questions qui vous passent par la tête. À vous, chers élèves. Oui. السؤال ديالي هو السيد الوزير تكلمتي في الاول على جوج ديال المشاريع المشروع الاول تحت اسم امل الطالب ومع الاسف هذا المشروع كيف ما ذكرتي تم الرفض ديالو من طرف الحكومه السؤال ديالي هو تكلمتي ايضا على مشروع اخر اللي هو انطلاق واش هذا المشروع هو تحت زعما غيتفعل من طرف الحكومه ولا الرفض ولا تم الرفض ديالو ولا في طور التفعيل
وعاوتاني اسمح لي، واش غادي يقدر يكون هناك مستقبل لهذا المشروع في المغرب بالنسبه فيما يتعلق بالاجيال القادمه؟ هو امل الطالب اليوم مشروع متفعل، حنا فعلناه في الحكومه السابقه. دونك امل الطالب اليوم كاين واحد المركز المغربي نتاع الابتكار، لو سونتر ماروكان دينوفاسيون، اللي موجود اليوم في الدار البيضاء في ذاك التكنو بارك نتاع الدار البيضاء. يمكن لكم تمشيو سيروا زوروه وشوفوا شنو هو سميتو. وهذا المشروع عاده تيحتضن ولا بعدا تيتوصل ملفات لملفات تاع خلق شركات ابتكاريه، وعطى الدعم بعدا في السنه الماضيه الاكثر، ما بقيتش عاقل شحال، ولكن واحد العدد زعماك لا باس به نتاع هذه المشاريع اللي ابتكاريه. واليوم هما تيطلبوا، هما زعماك باغيين شباب واي مغربي ولا مغربيه اللي يمكن لهم يتقدموا لهم بواحد المشروع، حيت الحكومه هذه الحاليه رصدت ايضا واحد الحجم مالي مهم لهذه المشاريع هذو اللي تشجعوا الابتكار. فنعم المشروع اليوم متفعل، وتنظن بان غادي يبقى في موجود للاجيال القادمه، حيت غادي يعطي برهن بان تيشجع الابتكار. وما يمكنش اي دوله ولا اي اقتصاد، نذكر على الاقتصاد، اي اقتصاد يمكن له يتطور اللي في واحد الوقت ما فيهش واحد النسبه كبيره نتاع الابتكار. حيت الشيء يوقع اليوم تنستهلكوا التكنولوجيات تنجيبوا تنستوردوا من الخارج، ولكن اهم شيء مزيان حيت لابد البلدان تيدوزوا من هذه المرحله هذه، ولكن اهم شيء هو غدا حنا نكونوا حنا المنتجين تاع التكنولوجيات اللي يمكننا نستعملوا، وهذا تيجي على طريق الابتكار. Bonjour. Je voudrais rebondir sur un point dont vous avez parlé, c'est l'engagement associatif et politique au Maroc. Alors, je fais partie d'une association, l'AIEM, Association internationale des étudiants marocains. Elle aide beaucoup les jeunes à s'engager pour aider par exemple, elle aide les jeunes en enseignement privé, pour aider les autres en enseignement public, pour réussir par exemple le TAFEM ou leur baccalauréat ou peut-être même des diplômes. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur les autres voies par lesquelles on pourrait s'engager politiquement, associativement dans le Maroc. Merci beaucoup. C'est bien qu'il y ait des personnes engagées. Laissez-moi juste poser une question. Maintenant, c'est moi qui vais poser les questions. Je voudrais juste que vous leviez les mains, les gens qui sont engagés dans l'associatif. Bravo. Regardez les autres, ceux qui ne sont pas engagés. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important parce que c'est une façon, et c'est difficile. Vous pouvez baisser les bras, les jeunes là-bas. C'est vraiment difficile de faire de l'associatif. C'est encore plus difficile de faire du politique, je vais vous en parler dans un instant. Mais c'est difficile de faire de l'associatif parce que c'est une décision personnelle de donner son temps à quelque chose qui ne rapporte rien. Voilà en gros, mais qui n'apporte rien matériellement. Voilà la grosse différence. Je suis sûr que le jeune qui m'a posé la question là-bas, ou là les autres qui ont levé leurs bras, ils y sont parce que ça leur rapporte quelque chose au niveau satisfaction morale, personnelle, etc. Et plus on aura de gens qui vont s'engager dans cette voie-là, et plus on aura une société qui sera une société mutadamina, solidaire, d'accord, où on s'aide les uns les autres. Et franchement, moi, je suis absolument interpellé par ce paradoxe qui existe chez nous. Ce paradoxe qui existe chez nous si je vous dis les Américains et les Marocains. Ben, la première chose qu'il va dire, l'Américain est individualiste, le Marocain, lui, il a la famille, etc. C'est vraiment la première des choses qui vient en tête. Quand vous creusez un peu plus, et je connais bien les États-Unis parce que j'y ai vécu pendant 2 ans, j'ai fait des études et je travaillais dans une société américaine, donc j'y allais très souvent. Mais vous allez vous rendre compte que c'est vrai que si on prend le côté purement familial, donc le Marocain va avoir des relations familiales plus importantes. Et quand on a une tante qui est mâle, ou là un oncle, ou là un grand-père, ou là un père, il va y avoir cette solidarité familiale qui va être là, et heureusement, il faut qu'elle reste,
Et c'est pour ça qu'on n'a pas, je dirais, d'hospice pour vieux. Et j'espère qu'on n'en aura jamais. D'accord? Et c'est important. Donc ça, c'est vrai que par rapport à des Américains, eux, ils vont mettre leurs enfants, leurs grands-parents, leur père ou leur mère, dans un hospice. Mais dès que vous dépassez le stade de famille, et vous allez un peu dans une sphère un peu plus grande, qui est la sphère du quartier, ou la sphère de la ville, ou la sphère du pays, ce qu'on appelle le civisme, entre guillemets, d'accord? Et bien là, il n'y a plus personne au Maroc. Et vous allez trouver des Américains qui, le dimanche, vont aller faire du travail, je dirais, d'intérêt collectif. Vous avez des gens qui vont aller aider les aveugles, vous allez avoir des gens qui vont sur les handicapés, c'est des gens qui vont pour les enfants en difficulté, pour les femmes, etc. etc. Et c'est ça où je trouve, moi, qu'il y a un paradoxe quelque part. Et c'est pour ça que la façon de casser ce paradoxe, c'est qu'on est de plus en plus de gens qui comprennent que mon sentiment d'humanité s'étend en dehors de ma famille. Mon sentiment d'humanité fait que je suis lié à tout être humain qui existe sur ce globe, voilà, qu'il vaut mieux déjà commencer par son quartier ou là par sa ville, d'accord, avant de penser au globe. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont faire des travaux en Afrique ou là au SMITO, parce qu'eux, ils ont ce sentiment qui est plus encore, je dirais, plus étendu, et ils ont ce sentiment d'humanité en connexion avec des Africains dans un pays où il y a des problèmes. Donc voilà pourquoi je pense que c'est très important qu'on puisse faire que ce sentiment-là s'étende. Alors comment on fait? Franchement, c'est vraiment une décision personnelle d'aller s'engager demain dans une association. Il faut que l'État aide ces associations. Donc ça, c'est un peu et l'État a commencé à faire. Franchement, de ce côté-là, nous avons un des pays arabes qui est le plus avancé dans tout, par rapport au travail de la société civile. Et d'ailleurs, j'ouvre juste une parenthèse. Le printemps arabe qui a secoué les pays arabes, qui continue à secouer la Tunisie, je ne sais pas si vous avez vu hier et avant-hier ce qui se passe. Alhamdoulilah, pour le moment, on n'en est pas là, j'espère qu'on n'en sera jamais là. Mais une des raisons qui ont fait que le Maroc a tenu, c'est le travail des associations. D'accord? Il y a 3 raisons en fait. Première raison, c'est effectivement ce pacte qu'il y a entre le peuple et la monarchie, d'accord, depuis Mohamed V, quand il a décidé ou là quand on l'a exilé à Madagascar, parce qu'il avait refusé je dirais, d'agir ou là de gouverner sous un protectorat français. Et puis le travail qu'a fait le roi Mohamed VI depuis qu'il est venu de proximité. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le travail des partis politiques, qu'on a parfois tendance à oublier. C'est pour ça que je fais cette parenthèse, pour revenir sur les partis politiques jeunes hommes. D'accord ? Si les partis politiques, tels que par exemple le mien, l'UCFP, ne s'étaient pas battus pour avoir des espaces de liberté, eh bien, on n'en serait pas, il y aurait eu une explosion parce que dans les autres pays, les gens n'avaient pas droit à la parole. Et là, au Maroc, ils n'ont pas la meilleure image je dirais, ou n'ont pas l'image qu'ils devraient avoir, ou n'ont pas la meilleure image possible, parce que les partis eux-mêmes sont en train de faire leur printemps arabe en interne. D'accord ? Et donc, demain, il doit y avoir une meilleure, je dirais un meilleur fonctionnement interne, une meilleure démocratie interne, une meilleure communication externe, des gens qui peuvent attirer, je dirais, d'autres pour qu'ils viennent militer. Mais à la fin de la journée, avec ce qui s'est passé,